Bonjour à tous, on se retrouve sur ce format, la météo du SEO, où je vous présente du lundi au vendredi de manière authentique mes veilles SEO journalières dans une première partie, et dans une deuxième partie, ce que j'appelle la météo du geek SEO. Donc c'est vraiment pour les hardcore SEO, où je vais vous présenter le positionnement de mes mots-clés et l'évolution de mes mots-clés sur chacun de mes sites. Sans plus tarder, on est parti. Première vidéo, donc c'est une vidéo de Income Stream Surfer qui parle en fait de l'utilité selon lui d'avoir des articles de blog sur son site internet, que ce soit un site e-commerce ou peu importe la typologie de site. Pour lui, en fait, c'est pas nécessairement pour faire des ventes, mais pour travailler la topical authority d'un site internet. Pour rappel, la topical authority, c'est devenir une autorité dans une thématique précise en faisant le plus d'articles de blog possible sur toutes les thématiques possibles, un peu à l'approche de Wikipédia. Ça, c'est être une topical authority. Désolé, les mots sont en anglais, mais tout est en anglais forcément en SEO, mais en tout cas voilà. Et en fait, il explique qu'un article de blog est là pour pousser les autres pages du site internet, mais pas nécessairement pour faire des ventes. Alors, lui, en fait, dans son approche, je la trouve pas très, entre guillemets, pertinente, en tout cas dans la manière dont il fait les choses, parce que j'ai l'impression qu'il fait pas de recherche véritable de mots-clés, qui crée du contenu par exemple, qui vont pousser une catégorie ou un produit, par exemple, sur un truc bidon, mais vous vendez des grille-pains, ben vous faites un article de blog, vous n'avez pas recherché, enfin lui c'est ce qu'il fait en tout cas, j'ai l'impression, il ne recherche pas de mots-clés, il fait un article de blog sur les grille-pains, parce que ça va pousser avec le maillage interne dans l'article de blog la collection en question, mais je vois pas bien la pertinence derrière. En fait, il rank sur des mots-clés qui pour moi sont très larges, et en gros, ça tue son budget crawl là-dessus, donc je suis pas très convaincu de son approche. Mais en tout cas, la vidéo est intéressante pour voir comment il travaille là-dessus. La deuxième vidéo, c'est une vidéo de Florentin Doro, donc sur 3 exemples de sites qui font de la vente de leads, soit du rank and rent, ou de la vente, j'ai mis 2 fois la vente de leads, mais en fait, c'est la vente de liens, pardon. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il, dans cette vidéo, il explique 3 thématiques qui permettent de gagner des sous grâce au référencement naturel, et 3 exemples de sites qui, selon lui, font des sous là-dessus. Donc une vidéo intéressante à regarder là-dessus. Troisième vidéo, c'est une vidéo de Jackie Chou sur est-ce qu'il y a une différence de ranking pour une Google My Business avec ou sans adresse. Donc là, je vous ai fait gagner du temps, spoiler, oui. Et notamment, là, c'est expliqué par l'histoire de NAP, puisque l'objectif de Google, c'est de donner en fait la meilleure réponse à l'utilisateur, et notamment, d'un point de vue local, en tout cas, des business qui ont des adresses physiques. Donc voilà, pour Google, c'est plus intéressant là-dessus, parce que forcément, je prends mon exemple à moi, si par exemple quelqu'un tape vétérinaire Grenoble et que vous avez une entreprise, donc forcément vétérinaire, mais que vous n'avez pas mis d'adresse, que vous avez juste une zone desservie, Grenoble, pour Google, ça va être moins pertinent qu'une clinique vétérinaire qui a directement une adresse précise, parce que ça va permettre du coup, en fonction de l'IP de l'utilisateur, donc de l'adresse IP de l'utilisateur, par exemple, s'il est à Cessin ou à Grenoble, c'est différent en fait par rapport à sa localisation, et donc les résultats vont être différents. C'est pour ça qu'il a besoin d'une adresse. Et si vous voulez créer une adresse Google My Business, enfin une fiche d'établissement, en tout cas, je vous conseille de mettre une adresse, et vraiment, même si c'est chez vous, c'est pas grave, on s'en fout. Vous inquiétez pas, les gens vont pas rentrer chez vous, sauf si c'est vraiment la street. Mais auquel cas, ne faites pas de Google My Business chez vous, pour le cas, et mettez-le plutôt sur une boîte aux lettres à un endroit autre. Mais en tout cas, bon, c'est l'exemple un petit peu extrême, mais normalement, ça devrait bien se passer. Jouez le jeu, quoi. Ensuite, la 4e vidéo, c'est la vidéo de Chris Palmer sur comment bien optimiser sa fiche Google My Business. En gros, il explique le choix du nom de business, le choix de la catégorie, le texte de la description, ce qu'il faut avec du coup du LSI. Donc le LSI, c'est un mot en anglais qui veut dire Latent Semantic Indexing, je crois. En gros, c'est le champ lexical, on va pas se mentir. Le NLP, c'est Natural Language Processing. En fait, c'est tout simplement les mots qui, mis dans un texte, vont faire comprendre à l'algo que le texte a été rédigé par justement que le texte est humain, entre guillemets. Donc c'est ça que ça fonctionne, cette approche, le NLP. Et les secondary keywords, c'est les mots-clés secondaires. Donc par exemple, on a poubelle noire, parce que j'ai une poubelle devant moi là. Eh ben, les mots-clés secondaires, ça va être poubelle noire plus le nom d'une marque, poubelle noire en plastique, poubelle noire, etc. etc. Donc alors ça peut orienter à de la longue traîne, pour le coup, mais ce sont les mots-clés secondaires à ça. Là, j'ai pris un exemple qui n'est pas très bon, mais en tout cas, l'idée est là, quoi. Donc voilà, 4e vidéo là-dessus, très intéressante au niveau de ma veille. 5e vidéo, c'est une vidéo de Julien Goldy sur un outil permettant de faire de l'enrichissement sémantique. J'ai mis textuel, mais c'est pareil, pour le LSI et le NLP, ce qu'on a vu juste avant. Et en gros, j'ai apprécié sa vidéo parce qu'il va vraiment en détail pour moi, et surtout, il a fait une comparaison entre Phrase et l'outil. Donc, j'ai écrit à tester, je l'ai testé, je suis pas satisfait. Je suis pas satisfait de l'outil.
Parce qu'en fait, même s'il est gratuit, ça c'est cool, mais en fait, il fonctionne très bien en anglais, mais pas en français. Par exemple, j'ai voulu voir un petit peu ce qui ressortait sur les requêtes françaises, mais en fait, on se retrouve à avoir des mots en anglais. Ça me plaît pas, c'est pas assez précis. Donc voilà, si vous voulez travailler sur l'enrichissement textuel, je vous conseille Phrase. Pour moi, c'est le meilleur outil. Après, en tout cas, si vous voulez des outils français, vous allez sur TOT, T-H-O-T-S-E-O, meilleur outil aussi là-dessus. Si vous voulez un petit peu soutenir les développeurs français, en tout cas, c'est vers cet outil-là qu'il faut aller. Voilà, donc ça, c'était la 5e vidéo. Et la 6e vidéo, c'est une vidéo très pertinente qui répond à la question quand est-ce que l'on peut arrêter de faire des backlinks. Donc ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'à un moment, voilà, si on est numéro 1 sur son marché, on peut se permettre d'arrêter de faire des backlinks? En fait, eux, ils expliquent, c'est logique, que non, en fait. Il ne faut jamais s'arrêter de mettre en place du backlinks. Peut-être être un peu moins agressif si, par exemple, je sors une bêtise, mais vous mettez 1500 € de backlinks tous les mois et vous êtes numéro 1 sur votre marché. Peut-être descendre à, je sais pas moi, 1000 € ou peut-être 500 €, mais n'arrêtez jamais de faire des backlinks. Pour plusieurs points, c'est que déjà, vous ne savez pas ce qui peut se passer avec la concurrence. Premièrement, donc c'est-à-dire que demain, il y a un nouveau concurrent qui va arriver, qui a peut-être plus de budget de vous, et en fait, après, il va vous exploser si vous ne continuez pas à gérer votre campagne de netlinking, premier point. Deuxième point, vous ne savez pas ce qui se passe avec Google, vous pouvez vous prendre une core update et tout dégage. Donc, continuez à vraiment à avoir les bons signaux, les bons indicateurs pour Google, à savoir les backlinks de qualité, etc. Et surtout, là, c'est important, en fait, les backlinks. Je ne vois pas pourquoi vous en ferez pas. Et c'est vraiment important de le faire pour garder sa visibilité, quoi. Donc vraiment, gardez-les, surtout que dans le leak de l'algo de Google, il y a un truc qui s'appelle Link Velocity, qui correspond en fait au nombre de liens que vous recevez par mois. Donc, par exemple, en gros, ce que ça explique, c'est que si un jour, par exemple le mois d'août, vous avez fait 500 backlinks et le mois de septembre, vous avez fait 0, ça c'est cramé aux yeux de Google que ça va pas, qu'il y a un problème en fait. Par contre, si au mois d'août, vous avez fait 500, septembre 500, octobre 500, etc., tout le temps 500, la Link Velocity, elle va être stable et donc c'est intéressant pour Google. Idéalement, il faudrait le faire de plus en plus, plutôt que de faire 500. Si demain vous avez 0 et faites 500, c'est chaud, mais si vous faites 5, 10, 15, 20, 25, c'est intéressant là-dessus, en tout cas de faire cette approche-là. Donc voilà, c'est ce qu'il explique dans sa vidéo. La 7e vidéo, c'est une vidéo de Kashra Dash qui nous explique notamment comment bien faire sa campagne de netlinking au niveau des encres. Très intéressant cette vidéo parce qu'il y a notamment un prompt qu'il a fait pour, en gros, il va dans Href, il récupère tous les backlinks pour un concurrent qu'il a et ensuite généralement le numéro 1 ou le numéro 2. Si c'est pas un annuaire en tout cas, mais juste un vrai concurrent, quoi. Il va regarder les backlinks et les encres qu'il y a sur ces backlinks et après il fait un prompt pour demander à ChatGPT de faire ressortir le pourcentage d'encre générique, l'encre en naked, donc c'est en nu, ou semi-opti, opti, etc. Très intéressant. Et ça montre un peu comment travailler son approche de netlinking, ou l'approche que vous devez avoir pour éviter de vous prendre une pénalité. Parce que ça m'est arrivé, dans mon expérience de consultant SEO, de faire de la merde au niveau de mon travail, notamment au niveau de l'agressivité des encres. Pour moi, j'étais persuadé qu'il fallait, au tout début, quand j'avais commencé, qu'il fallait être ultra agressif sur les encres. Je comprenais pas, en fait, c'est dans le titre, hein, référencement naturel. Mais du coup, là, c'était les erreurs que j'ai faites et j'ai flingué mon site à faire ça. Parce que tout était trop petit. Il n'y avait pas de choses naturelles. Donc maintenant, la vraie réponse à ça, quand vous avez un site qui est tout neuf, donc moins d'1 an, voire même tout neuf, vous faites un maximum de backlinks vers votre page d'accueil, parce que c'est la page la plus importante. Vous faites du backlinks de même vers les autres pages par la suite quand vous commencez à ranker. Voilà, donc c'est mon petit conseil là-dessus en tout cas. Maintenant, on va se retrouver sur la météo du Geek SEO, où je vais vous montrer, en passant par SpiceRP, le positionnement de mes mots-clés. Je vais essayer de le faire le plus rapidement possible. Donc, mon premier client, c'est Jacmé. Donc, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de ressorts. Et on va regarder ensemble les mots-clés sur lesquels ils se positionnent. Donc voilà, on va voir en fait très rapidement l'évolution, hein. Donc là, on voit en fait, pour rappel, on est en core update. Donc il y a beaucoup de fluctuations, beaucoup de volatilité, mais en tout cas, voilà, on est quand même ouvert là-dessus. Fabricant de ressort, on a repris des positions. Même si on regarde maintenant, je suis 5e. Le matin à 9h, je suis premier, et après le soir, je suis 5e. Je comprends pas comment ça fonctionne, mais bon, c'est la core update qui fait ça. Mais voilà, en tout cas, tout est ouvert là-dessus, donc tout est très bien. On passe sur le site de ma femme. Donc là-dessus, on va... Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est diviser entre pages commerciales et pages informationnelles, mais on va gagner du temps. Donc ça, c'est de l'informationnel, donc des articles de blog. Et après, le reste, c'est des pages commerciales.
Donc voilà, toujours troisième sur combien de temps durent les douleurs après une séance d'ostéopathie, et le mot-clé exact. 35e, comment devenir ostéopathe. Là-dessus, voilà, on a un petit peu perdu des positions sur ostéopathe vif et tout, mais bon, rien de grave là-dessus, donc tout se passe très bien. Et c'est le site où j'ai pas fait de backlinks sur ce site-là. Enfin, j'en ai fait au début, bien sûr, mais là, il n'y a aucune vélocité de lien vers mon site pour voir un petit peu ce que ça donne. Sky Success, ma cliente qui fait de la formation pour devenir personnel navigant commercial. Donc voilà, très bien là-dessus. Article de blog ici, voilà, on est toujours premier là-dessus. Là, sur ces mots-clés-là, il n'y a pas de fluctuation. Hôtesse de l'air, voilà, on a repris des vraies positions. C'est exactement ce que je disais. Hein. Ce que je disais avec la core update, c'est que ça part dans tous les sens. Donc c'est important de rester calme et de ne pas paniquer. Mais voilà, on voit qu'on récupère ces positions. Là-dessus, voilà, on commence à arriver vers les premières positions sur formation PNC, donc c'est cool. Donc voilà, dans l'ensemble, tout se passe bien pour cette cliente-là. Et la stratégie, ce qu'il faut savoir, c'est que Sky Success, c'est un nom de domaine qui est tout récent, qui a moins d'un an. On est en compétition avec des gars, ça fait 15 ans qu'ils sont là littéralement, donc c'est pour ça qu'il faut y aller mollo. Et le gros du travail qu'on fait avec Linkuma, qui sont excellents d'ailleurs sur la rapproche de backlink, c'est qu'ils travaillent un maximum sur la page d'accueil avec majoritairement des encres génériques, ce qui est très bien pour éviter d'être trop agressif. Et par moment, il y a un backlink qui est semi-opti, voire opti, mais moi ça me convient très bien et on a de très bons résultats là-dessus. Pour mon client Transimo, qui est une agence immobilière à Sarlat-la-Canéda dans le Périgord, voilà, on revoit exactement ce que je disais là, avec la fluctuation de la core update. Pareil ici. Voilà, bon, là-dessus, on a une grosse fluctuation. Mais après, on a la partie informationnelle, pardon, où on a réussi toujours à rester premier sur ce mot-clé-là. Quel papier garder après vente appartement. Tout se passe bien, et dans l'ensemble, tout est ouvert de retour. Si vous êtes resté jusqu'ici, je vous remercie infiniment. Vous êtes vraiment les boss. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Si la vidéo vous a plu, à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.